Bonjour et bienvenue. Je suis content de vous rejoindre à distance. Désolé de ne pas avoir été là. Je commencerai d'abord par remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on m'a demandé de partager avec vous ablation de l'AFA, résultats et puis finalement des messages pratiques de quand recourir et comment recourir à l'ablation de l'AFA. Et j'ai énormément de chance que cette présentation ait lieu aujourd'hui, puisque les recommandations de la Société européenne de cardiologie ont été mises à jour à la fin du mois d'août. Et donc déjà, sur cette première slide, je vous invite à aller en ligne si vous avez le temps. Mais il va vous en falloir du temps parce que le document sur la fibrillation atriale fait 125 pages, comme vous le voyez en haut à gauche, les pages 1 à 125 consacrées à la fibrillation atriale. Mais l'avantage là-dessus, c'est que c'est quand même une Bible dans laquelle vous avez plein d'informations et toutes les questions que vous vous posez concernant la fibrillation atriale dans son ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'ablation de l'AFA et quand recourir à l'ablation de l'AFA. Alors, notamment, mais vous le savez tous, que les traitements antiarythmiques que nous avons ont des limites. Et donc, tout de suite, il y a cette figure qui a été présentée qui dit, voilà, l'efficacité du traitement antiarythmique est modeste. Ils ont de nombreux effets secondaires, de nombreux effets pro-arythmiques et c'est au moins autant la tolérance que l'efficacité qui devrait nous guider lorsqu'on utilise un traitement antiarythmique. Et par exemple, dans ces dernières recommandations, le traitement par sotalol, qui était indiqué en classe 1 précédemment, a été déclassé en raison de son maniement plus difficile, du risque d'allongement du QT, d'interaction médicamenteuse, et qui doit être manié avec beaucoup plus de prudence et devrait probablement ne pas être dans notre armatérome de première intention. Alors, il est bien entendu que lorsque vous voyez un patient pour une ablation de FA ou lorsque vous nous adressez un patient pour une ablation de FA, ce patient, on le voit avant en consultation, ce qui est bien écrit dans ses recommandations, il faut prendre en compte les risques de la procédure et les risques de récidive qui surviennent et discuter de cela avec le patient, indication de classe 1, et que si, bien entendu, l'arythmie récidive est compris après une ablation, on devrait pouvoir lui proposer une deuxième ablation, c'est une indication de grade 2A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, les patients, j'explique que le taux de succès de l'ablation de l'AFA se situe environ entre 70 à 80%, au prix d'un taux de reprise de 20 à 30%, et au prix d'un taux de complications sérieuses d'environ 2 à 3%. Et ça fait partie des chiffres clés que je mets sur mon compte rendu et que j'explique aux patients. Alors, bien sûr, on est cardiologue, mais on est médecin avant tout. Et donc, il doit y avoir associé à cela une prise en charge des facteurs de risque. Et regardez, la perte du poids chez le patient obèse, c'est indication de classe 1, c'était précédemment 2A. Et regardez que le contrôle des différents triggers pour éviter les arythmies est également mis en classe 1, avec des traitements des facteurs de risque, l'activité physique, la réduction de l'alcool, l'arrêt du tabac, le traitement d'un certain nombre d'apnées du sommeil. Donc, c'est des éléments qu'on doit également au-delà même du côté technique de dire on va aller brûler les veines pulmonaires, prendre en charge les facteurs de risque. Alors, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui concernant l'ablation de l'AFA et de ses indications? Vous voyez que l'ablation de l'AFA, en cas de récidive sous traitement antiarythmique, est indiquée en grade 1. Précédemment, c'était que pour les récurrences de fibrillation atriale paroxystique, mais aujourd'hui, les patients qui ont une fibrillation atriale qui est récidive sous antiarythmique, que ce soit paroxystique ou persistant, c'est l'indication de classe 1, niveau de preuve A, parce que maintenant, nous avons de nombreuses études, y compris CAPTAF et Cabana. Et puis, euh, y compris, il est possible de le faire après récidive sous bêta-bloquant, ça c'est nouveau, c'est indication des grades 2A, puisque ce n'est pas un antiarythmique dans le sens de la flécainide ou la myodarone, mais en cas de récidive, malgré un traitement bêta-bloquant, où j'ai un patient intolérant au bêta-bloquant pour améliorer les symptômes et les récurrences de FA, grade 2A. Alors, comme vous avez vu, vous avez cette étude CAPTAF qui a été publiée dans le JAMA l'année dernière et qui avait été présentée à l'occasion de l'ESC à Paris 2019, où qui avait comparé en première intention l'ablation au traitement antiarythmique. On voyait qu'il y avait une amélioration significativement plus importante de la qualité de vie sous ablation que sous traitement antiarythmique. Et vous savez aussi qu'il y a eu la publication de l'étude Cabana également en 2019 et qui montre que l'ablation de l'AFA
fait mieux que le traitement antiarythmique, y compris sur des critères durs comme la mortalité ou les hospitalisations cardiovasculaires. Vous voyez que la réduction relative est de 17%, la réduction absolue est plus limitée, elle est de l'ordre de 5%, mais elle était significative. Alors maintenant, est-ce qu'on peut proposer l'ablation de l'AFA en première intention? Vous savez que c'était déjà dans les précédentes recommandations. Eh bien oui, c'est toujours dans les recommandations. Vous voyez que maintenant, on peut proposer l'ablation de l'AFA en première intention, sans passer par l'étape antiarythmique pour améliorer les symptômes chez les patients sélectionnés, bien sûr, et symptomatiques. C'est une indication de grade 2A. Et puis, si les patients ont une FA persistante, on sait que l'arythmie est un peu plus évoluée dans ces cas-là, mais qui n'ont pas de facteur de risque majeur de récurrence, on peut leur proposer alors grade 2B niveau de preuve C, parce que dans cette indication-là, il n'y avait pas eu d'études randomisées. Alors, dans l'indication de première intention, il y a une indication qui, à mon sens, va progresser, va exploser. Je le vois déjà dans mon service sur les indications qui sont posées par mes cardiologues qui s'occupent de l'USIC. C'est la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. C'est de la première intention. Et là, changement majeur, l'ablation de l'AFA, c'est du grade 1 et plus du 2A pour réverser la dysfonction ventriculaire gauche. Et lorsque les patients ont une tachycardiomyopathie, la fameuse cardiopathie rythmique, et cela indépendamment des symptômes, c'est-à-dire que lorsqu'on a un patient qui a une dysfonction ventriculaire, pour une insuffisance cardiaque avec une fibrillation atriale, une dysfonction ventriculaire gauche, et lorsqu'on voit que sa fraction d'éjection va s'améliorer en ralentissant le rythme ou voire en remettant sinusal, il y a une indication de classe 1 à l'ablation. Et si on considère l'amélioration de la fraction d'éjection et l'amélioration de la survie et la réduction des hospitalisations, on est en grade 2A, ce qui est juste excellent. Et puis, bien entendu, il faut y penser notamment pour éviter tout ce qui va nécessiter la pose d'un stimulateur cardiaque, c'est-à-dire le fait, notamment par exemple dans la maladie de l'oreillette, on peut ablater l'arythmie et donc ne pas mettre d'antiarythmique et ne pas mettre de stimulateur cardiaque. Et concernant les études dans l'insuffisance cardiaque, vous savez que maintenant on a quand même plusieurs données. On a CASTLE-AF notamment, 2018, et on a les études Cabana qui avaient montré chez ces patients-là une réduction de morbimortalité. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait, nous, rythmologues, quand on fait cette ablation? Quelle technique on utilise? Là, la référence, c'est isoler les veines pulmonaires, quelle que soit la méthode. Vous voyez, l'indication de classe 1, c'est réaliser l'isolation complète des veines pulmonaires. Et puis, concernant est-ce qu'on doit faire le flotteur ou pas en même temps, si le patient a des antécédents de flotteur, on peut faire l'ablation du flotteur en même temps, mais c'est du grade 2B, alors précédemment c'est du 2A. Et puis, est-ce qu'il faut faire plus dans l'oreillette? Vous voyez que c'est du 2B, c'est-à-dire toutes les autres techniques qu'on peut faire, des fragmentations, traiter les rotors, faire un peu de Tchernobyl dans l'oreillette. Vous voyez, c'est du 2B, donc la référence, c'est quand même isoler les veines pulmonaires. Alors, est-ce que les femmes devraient être soignées pareil? On devrait peut-être être même mieux soignées que les hommes parce que notamment lorsqu'elles sont jeunes, elles risquent de vouloir faire des bébés et prendre des antiarythmiques. Ce n'est pas raisonnable et on avait la même chose dans les recommandations sur les tachycardies supraventriculaires. Vous voyez que là, maintenant, dans votre esprit, regardez, les choses se clarifient. Vous voyez dans cette figure l'ablation de l'AFA qui apparaît en première intention dans chaque catégorie, grade 1 dans l'insuffisance cardiaque, quels que soient les symptômes, grade 2A en première intention dans l'AFA paroxystique, grade 2B dans la persistante, et bien sûr en cas de récidive, on est en grade 1, en cas de récidive sous antiarythmique, on est en grade 1. Vous voyez qu'au niveau des antiarythmiques, en alternative à l'ablation, vous avez vu qu'il ne nous reste pas grand-chose, puisque la donnée d'Aaron n'est pas remboursée en France. Vous avez vu que dans la FA sur cœur sain, il ne reste que la flécainide et la propafénone, c'est les antiarythmiques classe 1C. Le sotalol, vous avez vu, il est déclassé en 2B. Et dans la cardiopathie, dans la maladie coronaire, et l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, la maladie valvulaire, vous avez vu qu'il ne reste que l'amiodarone. Et la fraction d'éjection réduite, il n'y a que l'amiodarone. Donc c'est vrai que l'amiodarone, avec ses effets secondaires locaux, pose vraiment problème. Pour vous dire aussi que nos protocoles d'anticoagulation évoluent, vous savez que de plus en plus on utilise des anticoagulants oraux directs qui ont complètement transformé notre manière de gérer ces ablations. Vous voyez que maintenant, il est recommandé de débuter les anticoagulants 3 semaines avant et de les poursuivre après au moins 2 mois pour évaluer les patients. Et maintenant, on ne les arrête plus pendant l'ablation.
Alors, pour parler un peu de recettes, vous savez que nos techniques ont évolué. Le fait que nos techniques ont évolué, qu'on est plus sûr, notre discours vis-à-vis des patients, également vis-à-vis de vous, nos correspondants, a évolué. C'est-à-dire, d'abord, par exemple, là, vous avez une sonde qui se déforme. Vous avez vu cette déformation de la sonde en haut à droite? Eh bien, c'est parce que cette déformation peut permettre d'évaluer la force au contact du tissu et donc va nous permettre de, étant donné qu'on mesure la force au contact du tissu, on peut dire si on est juste avec le bon contact, en vert au milieu, ou avec trop de contact, attention, on risque de perforer, ou pas assez de contact. Pas assez de contact, on ne va pas brûler, trop de contact, on va se retirer un peu. Vous voyez, on va faire des ablations plus précises et on a des données qui montrent qu'avec la force de contact, on a de meilleurs résultats que sans la force de contact. Et donc, aujourd'hui, toutes nos ablations se font avec des sondes de force de contact. Lorsqu'on est voir le chaud, ça s'appelle radiofréquence. Mais vous savez qu'il y a aussi une alternative qui s'appelle le froid, la cryothérapie, qui au début, il n'y avait qu'un seul constructeur, mais maintenant, il y en a au moins deux, et il y en aura peut-être plus dans l'avenir. Et cette fois-ci, c'est ce ballon qu'on va ramener dans l'oreillette gauche. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'au moment où on le gonfle, vous voyez en bas à gauche, on peut injecter de l'iode, voir qu'il en a bien au plus, et on va délivrer le froid sur l'ensemble de la circonférence de la veine. Et l'avantage qu'en 4 minutes, on va faire une veine, et comme en général, on en a 4, vous voyez que la procédure dans l'oreillette gauche va être beaucoup plus courte. Et dans la FA paroxystique, on a une étude qui s'appelle Fire and Ice qui montre que globalement, l'ablation en radiofréquence et en cryothérapie fait la même chose. Ça, c'est Fire and Ice. Vous avez les deux ici méthodes disponibles avec le ballon de cryothérapie en bas à droite et le cathéter de radiofréquence qui nécessite de faire le tour ponctuel à gauche. Donc, ce que je voulais partager avec vous là, c'est que je pense que les choses ont changé par rapport à des moments que vous avez connus dans le passé et par rapport à notre discours précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre discours, c'est de dire que l'ablation de la fibrillation atriale marche bien, que le taux de succès est important, que le taux de risque est limité et contrôlé, qu'il n'y a pas beaucoup, vous voyez, voilà, en rythmologie, on a de la chance d'avoir des recommandations qui nous mettent l'ablation en grade 1 dans les tachycardies supraventriculaires, mais également dans la fibrillation atriale. Et donc, on peut proposer finalement aux patients largement ces techniques, mais bien sûr, avec un certain nombre d'éléments de surveillance importants. On a dit on les voyait avant pour expliquer la procédure avant. Ce n'est pas des rendez-vous de procédure comme ça. On les voit avant pour expliquer et engager le patient dans la démarche. Parce que s'il récidive et qu'il y a un complément à faire, hier j'ai repris un patient chez qui j'avais un résultat incomplet sur une veine, il a récidivé, ben, on a été, on a fait en radiofréquence et on a pu déconnecter le reste de la veine qui était connecté qui était préalablement connecté en cryothérapie, qu'on a repris en radiofréquence, mais l'objectif ici n'est pas d'opposer les deux techniques. Souvent, beaucoup de centres ont les deux techniques, et ces deux techniques sont complémentaires pour choisir la meilleure chez chaque patient. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. J'espère pouvoir répondre ensuite dans la session live à vos questions. Et encore merci pour l'invitation et à très bientôt.